C'est important de montrer ce qu'on appelle un échantillon en psychologie, c'est-à-dire un groupe d'humains, ici de petits humains qui ont participé à cette expérience, parce que quelquefois, quand on voit des images du cerveau, on oublie qu'il y a des sciences humaines derrière. Et la psychologie, je cite le dernier livre réédité de Marc Richel sur les sciences humaines, est-ce que ce sont vraiment des sciences? La psychologie est de plus en plus une science aujourd'hui, mais même avec ces technologies très performantes et l'imagerie du cerveau, ça se construit toujours avec des humains, des groupes d'humains, et ça nécessite aussi un aspect plus clinique et plus fin. Donc c'est à la fois une science humaine et une science de la vie aujourd'hui. Donc tous ces petits ont chacun passé une IRM. Là, vous voyez d'abord qu'ils ont survécu, puisqu'ici on est à la fin de l'expérience, et à l'expérience, l'image précédente, c'était aussi à la fin de l'expérience. Nous étions dans ce qui s'appelle en France les ESP, l'équivalent des UFM, dont j'ai oublié, enfin haute école, je crois, comme la haute école Galilée, là où on forme les professeurs. Et à la fin de l'expérience, dans l'amphithéâtre de l'IFM, tous les enfants réunis sur l'estrade se présentaient à leurs parents, à leurs familles, à leurs professeurs, et nous venions avec mon équipe de leur montrer ce qui se passait dans leur cerveau. Donc là, c'était vraiment tout à la fin de l'expérimentation. Là, c'est un enfant donné qui, après un mercredi, en général, le jour où ils n'ont pas école, avait passé l'IRM, reçoit un cadeau, leur offre un cadeau, compte tenu du fait qu'on ne rémunère pas les enfants, et tout ça est contrôlé par des lois bioéthiques extrêmement précises en France, et l'enfant est sous le regard de ses parents et de membres de l'équipe. On a aussi imprimé des t-shirts pour l'enfant, il y a écrit « Je passe une IRM ». Ils concernent en général, et que leurs parents doivent d'ailleurs leur enlever après quelques jours pour les mettre à la machine à laver. Il faut absolument le garder et le montrer aux autres enfants de leur classe. Ces détails sont importants parce qu'on fait quand même de la technologie incroyablement performante, de l'IRM 3 Tesla, avec des enfants d'école maternelle qui ne sont pas malades. C'est pour comprendre, dans une perspective de neuroéducation, comment se développe leur cerveau et qu'est-ce qui crée l'échec dans des tâches emblématiques. Donc, je vous ai présenté, pour vous rassurer en effet que les enfants avaient survécu, étaient très heureux de l'avoir fait et veulent revenir, et ils sont d'ailleurs revenus. Mais maintenant, je vais reprendre le fil de comment on construit ce type d'expérience, et on en viendra au résultat dans la tâche de conservation du nombre de Piaget. Tout d'abord, en classe, avec un poster comme celui-ci, en petit ou grand format, les enfants réunis sur un tapis devant ce poster, on explique aux enfants ce qu'il y a dans leur tête. On les interroge sur ce sujet. On leur dit d'abord, on parle du corps, puisque le cerveau est évidemment une partie du corps. On leur dit qu'on peut mesurer le corps, ce qu'ils savent, puisqu'ils peuvent se mesurer leur taille. Et vous savez combien les enfants sont soucieux chaque jour à la maison de mettre une petite barre pour le centimètre ou le demi-centimètre qu'ils ont pris. Donc c'est bien par la notion de taille que l'on peut introduire la mesure du corps. Si deux enfants se mesurent avec un mètre ruban, 2 fois, 3 fois, à chaque fois la mesure sera différente. Ils vont prendre conscience de l'inexactitude de la mesure, d'où l'instrumentation, la toise. En général, ils ont déjà fait une visite médicale et ont l'expérience de cela. Au final, ça sera pour introduire l'IRM, instrumentation, mesure, exactitude scientifique de la mesure. Le jour où on fera l'expérience au laboratoire, un mercredi avec les enfants, ils seront en présence d'un psychologue, de biologistes, d'informaticiens, de neuroscientifiques, et on combine ces compétences en général, des gens que les enfants d'école maternelle ne rencontrent pas. On les rencontre à l'université ou dans sa famille, si c'est une famille de scientifiques. Donc il faut aussi expliquer qu'ils vont rencontrer des professionnels de la mesure. Donc rien n'est laissé au hasard sur un schéma comme ça qui paraît classique. On introduit l'instrumentation, mesure du corps, professionnel de la mesure, voire à l'intérieur du corps. Là, les enfants disent souvent « ouh, un squelette ». Ils ont peur, ça les fait rigoler en même temps. Ils disent « ça va faire mal ». On introduit à ce niveau-là le fait que c'est une technique indolore. On ne leur dit pas cela, mais on leur dit non, ça ne fait pas mal, il n'y a pas de piqûre. Et c'est parce que l'IRM, donc révolution technologique formidable de la fin du XXe siècle, est une technique non invasive et indolore qu'on a pu l'utiliser avec des enfants, et des enfants sains, c'est-à-dire des enfants volontaires pour comprendre les mécanismes d'apprentissage dans leur cerveau. Enfin, on demande aux enfants ce qu'il y a dans la tête. Bon, aujourd'hui, ils le savent de plus en plus, mais beaucoup ne savent pas, enfin, quelquefois, ils ne savent pas qu'il y a un cerveau, et surtout, il y a un débat pour savoir si tout le monde a un cerveau en classe. Alors, après une petite discussion, après tout ce que vous pouvez imaginer, est-ce que les filles ont un cerveau, est-ce que les garçons ont un cerveau, qui en a pas,
on mène le débat, bien évidemment, et rapidement, il y a un consensus pour considérer que tout le monde a un cerveau, mais à quoi sert le cerveau? Et souvent, les enfants disent pour réfléchir, pour faire du calcul. Ce qui est intéressant, ils associent cerveau à difficulté. Et on leur dit, est-ce que pour faire du foot, il faut un cerveau? Ah ben non, disent-ils. On leur dit, ben si, pour faire du foot, il faut un cerveau. Pour respirer, il faut un cerveau. Le cerveau contrôle tout ton corps, c'est le chef d'orchestre de ton corps. Et ainsi, on amène à ce rôle du cerveau, et on dit, pour apprendre à l'école, tu as aussi besoin d'un cerveau. Mais on ne sait toujours pas comment avoir le cerveau. Et là, on fait des exercices de philosophie naïve ou d'épistémologie avec les enfants, et on leur demande d'imaginer comment on pourrait voir le cerveau. Et c'est une anecdote que je raconte souvent. Un petit garçon m'avait dit « Oh ben c'est facile, il y a de grandes sections de maternelle, il n'y a qu'à envoyer les bestioles, dit-il. » Alors, ceux d'entre vous qui s'occupent de maternelle, vous pouvez imaginer ce que sont les bestioles à cet âge-là qui préoccupent beaucoup les enfants et les parents. Ce sont les poux qui sautent de tête en tête. Et il y a des livres, d'ailleurs, pour enfants qui s'appellent « Les bestioles, l'histoire des poux ». Et alors les enfants rigolent, il faut surtout utiliser ce type d'intuition. On dit à l'enfant, très bien, mais comment ferais-tu avec les bestioles? Et cet enfant avait répondu, les cheveux sont des tubes, les bestioles vont rentrer par le tube, aller voir le cerveau, remonter par le tube et nous dire ce qu'elles ont vu. Ce qui était une très belle réponse. Par l'imaginaire enfantin, il avait en quelque sorte reconstruit ce qui a été découvert scientifiquement et technologiquement, c'est-à-dire une technique d'imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle qui peut, à travers la boîte crânienne, voir in vivo le fonctionnement du cerveau et nous envoyer, je n'ai pas le temps de détailler, des informations qui font que sur ordinateur, on va avoir une reconstruction tridimensionnelle, millimétrique, point par point, du cerveau de l'enfant. Et ça, une fois de plus, je me suis référé à l'Académie de Platon. Platon en rêvait, il était cérébrocentriste. Mais il a fallu attendre 2 millénaires, et aujourd'hui, pour la première fois chez l'enfant, pour l'explorer réellement, scientifiquement. Et enfin, on dit à l'enfant que pas loin de son école, il y a une IRM, on lui dit d'abord que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais qu'il y a une autre technique, une caméra, qui permet de voir ce qui se passe dans son cerveau sans que ça fasse mal. Il est allongé dans la caméra sous la protection et le conseil d'un médecin, et on peut, s'il reste bien immobile, sinon l'image sera floue, voir ce qui se passe dans son cerveau. Et on apprend à l'enfant le cycle de l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Et les enfants aiment beaucoup apprendre les mots nouveaux ou les sigles. Donc, quand on retourne à l'école, après cette séance initiale, ils courent vers nous, en général, dans la cour de récréation, ils disent « Monsieur IRM » ou « Madame IRM ». Vous voyez comment, par tous ces détails, on nomme les choses essentielles. On leur dit que c'est un jeu, la science, mais un jeu scientifique avec des règles très sérieux, qu'il faut suivre les consignes. Et on a introduit l'instrumentation, la mesure du corps, voir à l'intérieur de la tête et explorer le cerveau. Alors après, ça devient très sérieux. Nos enfants sont préparés comme des astronautes qui vont dans l'espace, comme Thomas Pesquet, par exemple, en France, qui est allé dans l'espace. Minutieusement, à l'école, on construit, par exemple, en carton avec l'enfant, selon un plan, une maquette de ce que sera l'antenne de l'IRM, l'antenne de résonance magnétique. Si vous avez passé une IRM, vous savez que votre tête a été introduite dans ce type d'antenne qu'on appelle le casque de chevalier, que chaque enfant a construit en carton avec du scotch et le met sur sa tête en jouant au chevalier. On l'entraîne à ce que, une situation qui n'est quand même pas naturelle, à ce qu'il ait la tête confinée dans ce qui sera l'équivalent du casque de l'IRM. Dans les classes, il existe des tunnels en tissu, comme ça, très souvent, ludiques, qui se replient sur eux-mêmes et qui forment un cercle. Mes collègues maintenant, mon laboratoire, en ont tous plusieurs dans leur coffre de voiture, et quand on va à l'école, on allonge le tunnel, l'enfant s'y couche, il apprend le confinement horizontal, qui sera l'équivalent du tunnel de l'IRM, il met le casque de chevalier quand il est dans le tunnel, et comme ce tunnel est en tissu, on l'a découpé, on a introduit une tablette tactile numérique, et sur l'écran, l'enfant va par exemple, c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là, voir l'épreuve de conservation du nombre de Piaget. Et il aura dans les mains, on ne le voit pas bien ici, mais on le verra après, un boîtier réponse avec une touche lisse et une touche rugueuse qu'on a dû construire de façon tactile parce que sinon, lorsque l'enfant est couché, quand il répond, tous les enfants, et vous et moi aussi, on regarde nos doigts, coordination, vision, préhension quand on répond. Or, il ne faut surtout pas que l'enfant bouge et qu'il reste bien allongé. Donc la seule façon de court-circuiter l'envie de regarder ses doigts, c'est qu'au niveau tactile, les touches soient suffisamment discriminantes. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée, avec mes collègues, de construire une touche toute lisse, comme une demi-bague, et une touche rugueuse. Et les enfants ont appris dans d'autres petites tâches que rugueux, c'est pas pareil, et lisse, c'est pareil. Ce qui fait que lorsque l'enfant sera confronté à la tâche de Piaget, s'il juge que la quantité est la même, il appuiera sur le bouton lisse,
et s'il juge qu'elle est différente, il appuiera sur le bouton rugueux. Vous voyez comment, avec toutes ces inventions à la fois technologiques, scientifiques et de psychologie presque clinique de l'enfant, on va pouvoir faire un petit exploit, c'est-à-dire mettre des enfants dès la grande section de maternelle dans l'IRM pour observer ce qui se passe dans leur cerveau. Et pourquoi est-ce intéressant de le faire dans une tâche de Piaget? Parce que Piaget était convaincu, du point de vue épistémologique, que l'intelligence de l'enfant, disait-il, est la forme ou une des formes optimales de l'adaptation biologique. Donc c'était une obligation scientifique et intellectuelle aujourd'hui d'utiliser les technologies les plus performantes de la physique, de l'informatique, pour explorer précisément comment l'enfant devient intelligent, comment il change de stade. Aujourd'hui, on ne parle plus de stade comme vous l'avez vu, mais comment il change de stratégie alors qu'il est confronté à ce type de tâche. Là, je passe rapidement sur les photos parce que vous avez l'explication, c'est pour que vous voyez la mise en situation. C'est une journaliste du magazine La Recherche qui a fait ce reportage. On a aussi préenregistré les bruits d'IRM pour que l'enfant ne sursaute pas, il soit familiarisé. Et donc les enfants entendent ce bruit et disent « Oh, c'est comme de la musique techno ». C'est pas très harmonieux, mais ils dansent dessus et donc ils se familiarisent également au bruit. Là, c'est l'enfant qui signe son consentement éthique avant, même si c'est celui des parents, s'agissant de mineurs, qui juridiquement est essentiel. La petite fille, j'ai oublié de vous dire qu'on leur apprend à faire le jeu de la statue, ce que les enfants font déjà au cours de gym ou en récréation, mais là, c'est le jeu de la statue alors qu'ils seront dans l'IRM. Et quand ils seront couchés dans la machine, on leur dira, via un système vidéo, statue. Et quand ils entendent statue, ils ne bougent plus. Et ils aiment beaucoup faire cela. Voilà, là, l'ultime préparation. Vous voyez comment, avec mes collègues, sous le regard de la maman, les enfants sont minutieusement préparés. Et là, au final, c'est avec tout cela qu'on est parvenu à mettre l'enfant dans une situation comparable aux tests, aux épreuves, aux tâches classiques d'intelligence comme celle de Piaget, alors qu'on observera in vivo son fonctionnement neuronal. Vous voyez que l'enfant a en main les deux touches qui lui permettent de faire un jugement. On a inventé là un paradigme expérimental de neuroimagerie pour la psychologie du développement, parce qu'ici il s'applique au nombre, mais souvenez-vous de l'architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement. Avec ce dispositif, vous pouvez tester tous les aspects, et on l'a fait. On le fait avec des enfants plus grands, des adolescents, pour une tâche de raisonnement. Ils doivent prendre une décision pour savoir si un syllogisme est correct. S'il est correct, ils appuient sur le bouton lisse, incorrect, rugueux. On l'a fait pour des tâches de catégorisation. On peut le faire pour des tâches de permanence de l'objet. Donc, chacun de ces domaines de l'intelligence peut être avec un dispositif comme cela réévalué, puisqu'au final, toutes nos décisions, même des décisions politiques à haut niveau, finissent toujours par oui ou non, par un choix ou l'autre, même si avant, certaines stratégies sont complexes. L'enfant juste avant de passer l'IRM, et nous, lorsque l'enfant est dans l'IRM, vous voyez le petit, à peine ses pieds qui dépassent, qui sortent de la machine, nous sommes dans la salle de contrôle et c'est là que nous avons la reconstruction tridimensionnelle point par point du cerveau de l'enfant. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors non seulement c'est très précis, mais on a aussi l'ordre temporel des activations en IRM à la seconde, ce qui est déjà très bien, mais comme en psychologie, beaucoup de résultats portent sur les millisecondes, on a une autre technique d'électroencéphalographie haute densité qui nous permet d'avoir une information à la milliseconde. Là, c'est une séquence qu'on aime bien parce qu'il y a une pause au milieu de l'examen pour qu'il ne soit pas trop long. Et c'est le moment où l'enfant, ici cette petite fille, voit son propre cerveau sur l'écran. On n'a jamais vu d'image de notre cerveau. On a des images de papy, de mamie, à la montagne, à la mer, de tas de situations, mais pas de notre propre cerveau. Donc c'est aussi important dans cette nouvelle génération, cette conscience réflexive qu'ils peuvent avoir de leur cerveau qui apprend.